Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. On vous propose ce soir un 18h très connecté. Alors si vous êtes geek, vous allez adorer. Si vous êtes plutôt du côté de ceux qui sont nostalgiques de la période où Internet n'existait pas, vous allez peut-être adorer aussi. On entre en réalité à Nantes dans la Digital Week, une semaine entièrement consacrée au numérique à Nantes. On a donc voulu vous proposer deux approches. On va retrouver dans quelques instants en direct de Stéréolux, des nefs exactement, Nistomine que l'on aperçoit déjà, qui est en pleine forme, comme vous le constatez. Elle est accompagnée de Jean-Michel Naga et elle sera avec Cédric Huchet, responsable de la programmation art numérique du festival Scopitone, qui fait partie de la Digital Week. Quant à moi, je suis avec Philippe Roux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de West Media Lab, vous nous direz tout à l'heure ce qu'est West Media Lab, et vous organisez une soirée qui a lieu le 22 septembre, donc la semaine prochaine à la CCI de Nantes, pour célébrer et se souvenir de l'arrivée d'Internet à Nantes. C'était il y a 20 ans, en 1995. L'occasion d'échanger sur ces souvenirs très croustillants de cet avant. Et puis tout à l'heure, en fin d'émission, Romain, notre chroniqueur BD, nous rejoindra. Il viendra nous présenter 4 albums, dont plusieurs sont signés de Nantais. Alors on est fiers. C'est le 18h, c'est parti. Chose promise, chose due. On commence tout de suite avec Stéréolux, Scopitone et c'est Anne Nistomine, pardon, qui est en direct là-bas. Et oui, à Stéréolux, à Scopitone, il y a même des trampolines. Bon, en vrai, c'est une installation avec des photos devant l'affiche de Scopitone. Et après, il y a un petit photomontage qui fait comme si on sautait dans l'œil noir de Scopitone. C'est ça, je vous invite à aller tester. On est bien sûr ici à Stéréolux pour parler de ce festival Scopitone qui mélange les cultures électroniques et les arts numériques. Le coup d'envoi a été donné hier et ça va durer jusqu'au 20 septembre, 14e édition de ce festival dont Télé Nantes est partenaire, bien évidemment. Et on vous en parle ce soir avec Cédric Huchet, bonsoir. Bonsoir. Qui est le programmateur art numérique de la salle Stéréolux et du festival Scopitone en l'occurrence, pour la partie donc art numérique, composée à la fois d'installation et de performance, avec un thème commun cette année qui est le thème de la lumière. C'est pour ça aussi qu'on a intitulé notre interview Fiat Lux. Et la lumière fut. Très bien choisi. Du coup, pourquoi ce thème-là? D'où ça vient? Il vient de plusieurs choses, de plusieurs idées. D'une part, du constat dans le champ de la création artistique et de la création numérique, du fait que les artistes s'emparent de plus en plus depuis quelques années des technologies, des outils numériques pour jouer avec la lumière, la détourner, l'exprimer, la réinventer. Il y a une entrée bien évidemment assez historique sur la lumière, assez scientifique aussi et physique, mais il y a avant tout une entrée artistique qui est quelque chose qui évoque tout de suite rapidement beaucoup de choses à tout le monde, au plus grand nombre, qu'on soit initié ou pas. La lumière, c'est quelque chose qui se voit, qui se ressent parfois, qui s'exprime de différentes façons, qu'elle soit artificielle, naturelle, vivante, organique, mécanique, cinétique, plein de termes un peu savants. Il y a un champ des possibles extraordinaire. La lumière existe depuis très longtemps dans l'art également, mais la façon dont on en parle les artistes aujourd'hui fait qu'on la regarde peut-être différemment, qu'on la ressent différemment, qu'on s'en empare différemment aussi, et que finalement, même avec peu de clés, avant d'avoir approfondi un peu la question, eh bien, elle parle à tout le monde, au plus grand nombre, aux petits, aux plus grands, aux initiés, aux non-initiés. Oui, on a tous un rapport quotidien, plus ou moins, avec la lumière. On allume un interrupteur chaque jour déjà. C'est un sujet sans fin, absolument, qui est vraiment de plus en plus présent dans la création. Et il se trouve que c'est aussi l'année de la lumière décrétée pour l'année 2015 par l'UNESCO, que Scopitone a été labellisé dans le cadre de cette année de la lumière de l'UNESCO. Tout un tas d'idées qui nous faisaient dire que finalement c'était peut-être intéressant d'y accorder un petit peu de temps sur cette édition. Voilà, plusieurs facteurs qui convergeaient puis qui rend aussi l'événement international, lui donne une dimension internationale. Évidemment, c'est aussi ce parcours art numérique, un parcours entre plusieurs installations. Justement, il y a différents lieux. Alors, il n'y a pas de ligne verte comme pour le voyage à Nantes, mais on peut quand même suivre un itinéraire. On peut suivre un itinéraire qui nous amène tantôt en centre-ville avec des partenaires aujourd'hui historiques du festival ou qui vont le devenir, on l'espère, comme le lieu unique, le Château des Ducs de Bretagne, le Jardin des Plantes, le Passage Sainte-Croix récemment arrivé dans le parcours cette année. Et puis un parcours aussi sur l'île de Nantes où il y a bien évidemment Stéréolux qui est un peu le QG du festival. C'est pour ça qu'on est là.
c'est pour ça qu'on est là, mais qui a laissé une belle place aux autres lieux extérieurs pour la partie exposition, notamment avec la Maison Bergeron, notamment avec Trampolino juste à côté, avec la cale de créateurs, qui était l'un des très beaux vestiges patrimoniaux des années glorieuses des chantiers navals de Lille. Donc voilà, des lieux aussi un peu insolites. On est au pied de la Grue Jaune, la cale de créateurs. Exactement, C'est un au lieu pied de la d'expo. Grue Jaune. C'est un lieu d'expo, un lieu d'activité artistique, de créateurs également, et dans lequel on a déployé une partie du parcours. C'est bien de se laisser aller comme ça, de flâner, de se laisser aller à la découverte. On a des surprises très intéressantes d'une pièce à une autre, d'un lieu à un autre, qui nous fait découvrir parfois même les lieux avec un nouveau visage. Et ces écrins donnent aussi un autre visage aux installations. Et c'est aussi ce qu'on recherche, la communication ou l'échange avec l'architecture, le lieu, l'ambiance dans laquelle on baigne les spectateurs. Oui, il y a des échos entre le dedans, évidemment, Oui. et puis l'installation. Ça fait 14 installations au total, on les a dénombrées, de quoi bien se balader. Et puis il y a également les performances qui ont lieu pour la plupart à Stéréolux, avec là des artistes sur scène qui mettent aussi en jeu la lumière. Exactement, des artistes sur scène qui jouent beaucoup avec ce travail de la lumière, souvent d'ailleurs en détournant la fonction première d'outils qu'on connaît bien, comme les vidéoprojecteurs, qui sont utilisés non pas pour faire de la vidéo, mais pour traverser avec un faisceau une densité de fumée ou un volume, et créer ainsi l'impression d'une matière sensible qu'on peut toucher ou attraper. Le grand retour en force du laser depuis 2-3 ans aussi, avec lesquels les artistes jouent d'une façon sans doute un petit peu plus fine, un peu plus détournée que ce qu'on a l'habitude de voir sur les boules à facettes dans les nightclubs. C'est le côté vintage, un petit peu, le laser aussi. Il y a un côté vintage, il y a un côté rétro-futuriste, mais le laser est utilisé dans nombre de performances qui finissent vraiment par l'utiliser comme un objet qui sculpte l'espace, qui sculpte les volumes. C'est vraiment une démarche très singulière et très intéressante. Et dans les performances, on est là dans un mélange qui fait intégrer l'ingrédient musical, l'ingrédient visuel, l'ingrédient du mouvement aussi, quand on parle de danse notamment. Ces performances ont toutes, pour la plupart, des scénographies vraiment très spectaculaires et très innovantes dans la façon d'imprégner ou d'immerger le spectateur. Alors c'est vrai que du côté des performances, on peut se dire c'est un petit peu pointu. Pour ma part, j'étais par exemple hier soir à l'inauguration pour voir la performance de Klaus Obermeier. Comment on fait pour dire aux gens venez, vous risquez à venir voir ces œuvres-là, ces performances-là, alors qu'on pourrait peut-être croire que ça s'adresse à un public assez pointu, assez geek? Alors quand on parle d'art numérique, on peut avoir une réaction un petit peu de méfiance à l'égard du digital, du numérique et de tout ce qui est froid dans ses compositions. En fait, pas du tout. Je crois qu'il suffit, et le thème de la lumière, il participe bien, il suffit juste de se laisser séduire par une idée, par une envie, et surtout par l'envie de découvrir. De découvrir et d'avoir peut-être une réaction, quelle qu'elle soit, de peur au début, d'appréhension, ensuite d'apprentissage, de séduction parfois. La plupart des propositions artistiques qui sont dans le festival, et depuis 2-3 ans c'est le cas, surprennent le public, et le public, on voit qu'il arrive maintenant à venir sans forcément connaître en amont ce dont on va parler ou ce qu'on va lui montrer, mais simplement se laisser surprendre, émerveiller. Nombre de propositions ont une dimension poétique, qui marche onirique. aussi pour les petits d'ailleurs. On en voyait tout à l'heure qui couraient un petit peu sous les halles. C'est une farandole de poussettes, de grands-parents qui viennent tous les ans depuis quelques années maintenant au festival et qui juste découvrent, ouvrent grand leurs yeux, sont souvent séduits et comme je le disais, surpris avec peut-être une petite appréhension au début, et ils se font aussi leur analyse. On peut toujours creuser un peu plus après la démarche artistique, mais la première sensation, c'est de l'émotion, c'est les sens qui parlent, c'est la surprise, et puis ce qu'on projette à travers ces œuvres, et comment on imagine qu'elles peut-être elles sont vivantes, interactives, peut-être qu'elles sont là pour nous rassurer, pour quelque part nous faire fuir dans un premier temps, et c'est à nous de s'en emparer. Il nous reste quelques secondes juste pour vous donner un coup de cœur. S'il ne fallait retenir qu'un seul événement, qu'un seul lieu. C'est un choix cornélien. Je vais citer L'échappée, superbe performance qui est un mapping monumental sur les remparts sud du château des Ducs de Bretagne. C'est visible depuis le miroir d'eau, c'est dans l'espace public, c'est pour les petits et les grands, c'est 3 soirs de suite de 21h30 à minuit, et c'est une proposition d'Aurélien Lafargue et de Vincile qu'on connaît bien, artiste nantais, dans le nom C2C Hocus Pocus, un exercice où on ne l'attendait pas forcément sur la création du sound design. Ça nous promet vraiment quelque chose de très intense, c'est des propositions très courtes, répétées toutes les demi-heures. C'est vraiment une dizaine à voir. de minutes à partir de 21h30, à partir de demain. Voilà. C'est cela même. Merci beaucoup Cédric Huchet, j'espère qu'on vous a donné envie de venir voir la côté art numérique de Scopiton.
Merci beaucoup Anne-Lise, Tomine, accompagnée donc de Jean-Michel Naga, derrière la caméra. Merci à eux et à Cédric Huchet, bien sûr. Ici en plateau, je vous le disais, je suis avec Philippe Roux, donc directeur de West Media Lab. On va parler de cette soirée organisée la semaine prochaine sur les 20 ans d'Internet. Un petit mot sur West Media Lab, c'est quoi? West Media Lab, c'est une association que je co-dirige avec Julien Kostrach, un ex de la télé. Exactement. Et qui s'occupe des médias de Bretagne et Pays de Loire et qui les accompagne dans leur transition numérique. Transition numérique. Voilà. Aujourd'hui, on parle de transition numérique. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Puisqu'il y a 20 ans, on est en 95, Internet débarquait à Nantes. Alors, on dit ça, mais est-ce que c'est daté à ce point-là? Oui, c'est vraiment daté. En 94, il y avait un réseau qui était dédié aux chercheurs qui s'appelait Renater et qui était utilisé par quelques dizaines de scientifiques à Nantes. Et puis, en 95, et vraiment en septembre, à quelques jours près, il y a exactement 20 ans, il y a 3 ou 4 petites entreprises pionnières qui sont décidées... Vous en faisiez partie, d'ailleurs, à l'époque, on peut le dire. Avec une société, une prestataire de services qui s'appelait l'Image Nouvelle. Voilà, il y en avait d'autres autour. Oui, il y avait Image Création, il y avait Atlantique Multimédia, la Banque Populaire aussi, avec une de ses filiales qui, pour sa R&D, voulait se connecter au réseau pour pouvoir offrir les premiers services professionnels, en fait, après la recherche, quoi. Sur la place. C'était l'arrivée de la connexion Internet comme un nouvel outil professionnel potentiel. Ouais, c'est ça. Ça, hein. Il y avait bien des ordinateurs à droite et à gauche, mais ils servaient pour le secrétariat ou pour la compta ou pour mettre en page des choses, etc. Là, d'un seul coup, la connexion au réseau mondial permettait de les faire échanger entre eux. C'était fabuleux, quoi. Donc, je le disais, le 22 septembre, donc c'est mardi prochain, à 18h à la CCI, dans le cadre de la Digital Week, West Media Lab propose donc cette soirée. Alors, c'est une table ronde, mais le mot table ronde, ça fait un peu peur, hein, ça fait pas très grand public, mais c'est aussi un moment d'échange, de souvenirs et puis de prendre la mesure des choses. À quoi ça sert de revenir sur ces 20 ans-là? Est-ce que c'est une manière de se dire, de se rappeler combien on est dépendant aujourd'hui du net, du web en général et du numérique, hein? Effectivement, on l'est. Mais c'est regarder un peu comment, la vitesse à laquelle s'est déployée cette innovation. C'est énorme. Quand on pense qu'il y a 20 ans, il y avait 0 site web, site web en France. Et qu'en 20 ans, simplement, on a maintenant 80% des foyers français qui sont équipés, qui sont connectés et qui regardent la télé, d'ailleurs, beaucoup plus sur YouTube que sur le vieil écran. Et puis, qui d'ailleurs, passent même plus de la moitié de leur consultation d'informations et tout ça, et de divertissement, directement sur leur ordinateur de poche. Sur leur smartphone, leur tablette. Les mobiles. Et donc ça, on n'imaginait évidemment absolument pas que ça se ferait sur des tout petits appareils comme ça il y a 20 ans, mais vous vous rendez compte le changement, quoi. Donc c'est intéressant d'aller revoir tout ça, d'aller voir quelles sont les grandes étapes, les grands faits marquants qui ont fabriqué les nouveaux usages d'aujourd'hui. On va y venir, mais justement, j'en souris d'avance, parce que vous l'avez suggéré d'ailleurs, parce que vous êtes un fan de Norman, youtubeur bien connu, qui a consacré une de ses vidéos à cette époque-là, le avant, les débuts d'Internet, ou même avant Internet. On va en regarder un petit extrait pour faire écho exactement à ce que vous disiez là. Regardez. C'était l'époque d'Internet de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas l'époque. On ne googlisait pas, on licossait sur l'icos. On se donnait rencard le soir sur MSN pour s'envoyer des whiz. Les téléphones n'avaient pas de 4G, c'était des téléphones pour téléphoner et faire de la muscu. C'était l'époque des connexions pourries et il y avait des boules dans nos souris. Il n'y avait pas Tinder, ni même Adopte un mec. Du coup pour pécho, on chattait sur Caramel ou sur voilà.fr. On avait des pseudos mais pas de photos de profil. Pour se rencontrer en vrai, c'était difficile. Donc Nono 26, c'est toi. C'est ça, c'est moi. Et toi, t'es bombasse blonde du 7-5. Oui. Voilà, ça c'est très drôle. Elle est super bien faite cette vidéo parce que mine de rien, les petites dates qui s'affichent montrent à quel point plein de sites qui font partie de notre quotidien quasiment, en tout cas pour certains, sont récents en vrai. Oui. Quand on regarde, c'est quelques années, c'est une poignée d'années, 5 ans. YouTube, c'est 2005. Et c'est arrivé en France en 2007. Et aujourd'hui, il y a, je sais plus, 300 heures de vidéos postées chaque minute.
Hein, c'est énorme. Donc, Quoi. c'est énorme. On se le disait entre nous, d'ailleurs, la fulgurance de la progression d'Internet est considérable quand on compare, par exemple, avec celle de la pénétration de l'électricité dans la société, par exemple. Oui, Rien que l'électricité, ça a mis 100 ans à pénétrer vraiment dans les foyers. Le téléphone aussi. Parce qu'il a aussi fallu piquer des poteaux, tirer des câbles, et puis acheter des équipements pour l'électricité. Alors que là, avec Internet, on avait tout. Puisque ça passe par le téléphone qui existait avant. Et puis les ordinateurs, ça existait aussi déjà, heureusement. D'où le son du modem dont on se souvient, qui est dans la vidéo de Norman, là, puis qu'on n'a pas eu le temps de retrouver nous, mais le fameux son, le petit crachouillis là, du modem quand on se connectait, c'était croustillant. Si on en revient à Nantes, 95, on a parlé des petites agences, dont la vôtre et puis d'autres qui se créent pour créer du site web. Est-ce qu'au départ, on mesure bien les usages possibles des sites web, de ce que ça va impacter dans la vie? C'est difficile de dire parce que on ne peut pas réécrire. Et puis, il y a 20 ans, tout s'est fait si progressivement. En revanche, on tâtonnait quand même au début. Ah oui, bien sûr. Puis alors, il faut regarder ce que c'était. C'était des pages blanches avec un petit logo. Vous voulez voir? On va voir celui de la ville de Nantes. Image. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Bon, ça bouge pas là. On a juste repris. D'ailleurs, c'est ce que vous proposiez. Vous avez créé on en parlera après, mais vous avez répertorié différents événements. Ça, c'est 96. Il est lancé, la création est lancée en 95, mais 1996, le premier site internet de la ville de Nantes ressemblait à ça et est mis en ligne. Et c'était une des premières grandes villes de France à avoir un site web. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas mal de pages web de type un peu universitaire, du texte, et puis de temps en temps un lien pour rebondir vers une autre page. Mais c'est pour les sites comme ça, de services ou des sites un peu communication, il n'y avait rien. On a tout enclenché à ce moment-là. Et quand on voit aujourd'hui, évidemment, l'immensité de l'information disponible en ligne, on croule même sous cette info. Quoi, hein. Et, donc, et même quand on voit l'échelle de la ville de Nantes, la Digital Week, elle n'est pas là pour rien non plus. Elle met en valeur ce tissu du numérique, tout ce qui s'est développé autour du web, toutes ces entreprises qui se sont développées et qui sont nombreuses ici. Il y en aura, je pense à Ornicar, qui est invité à votre soirée à la CCI. C'est important. Qu'est-ce qui fait qu'à Nantes, ça a été particulier? Est-ce que ça a été particulier dès le début? Est-ce que c'est parce que dès ces années-là, il y a 20 ans, il y avait des gens qui ont eu envie et puis qui ont eu l'audace aussi c'est difficile de répondre sur la toile? C'est difficile de répondre. Est-ce que vraiment on a innové à Nantes? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à Nantes, il y a un grand nombre d'entreprises, de prestataires, des SS2I, de prestataires informatiques, un peu plus en pourcentage que dans les autres villes françaises. Et donc, ça a certainement, évidemment, participé à plus de diffusion, plus de création, plus de créativité, plus d'informations disponibles. Certainement, au-delà de ça, c'est difficile de tirer la couverture à soi et dire cocorico à Nantes. Ce qui est sûr aussi, c'est on était les meilleurs couteaux. C'est ce dont on s'occupe un peu avec West Media Lab. Ce qui est sûr aussi, c'est que dans notre région, on a la chance d'avoir plusieurs médias. Alors oui, dans le monde des médias, ça c'est sûr. Il y a un paysage riche. Le premier site de PQR en France, le premier Ouest France, et qui effectivement sur Internet se retrouve avec une vingtaine de millions d'utilisateurs par mois. C'est phénoménal. Ouest France qui lance très tôt d'ailleurs sa déclinaison avec Ma Ville. Oui. Maville.com, c'était assez novateur. En 97, 98, je crois. C'est très tôt. En revanche, même s'ils ont été précurseurs, les médias ont été précurseurs, puisqu'ils ont diffusé très tôt, ils ont vite compris l'intérêt de diffuser et de faire de l'audience via les réseaux, le réseau Internet. En revanche, il n'y a toujours pas de modèle économique. Non. Sauf à la marge. Oui, sauf à la marge. Il y a un exemple qui est Mediapart, mais voilà, c'est l'exemple ou le contre-exemple. Mais en même temps, il n'y a pas un seul média aujourd'hui, puisque c'est votre cœur d'activité, qui n'est pas sur le net non plus. Non, bien Tous sûr. les médias ont une déclinaison numérique d'une manière ou d'une autre. On va parler de tout ça, j'imagine, la soirée du 22, avec tout un tas d'acteurs, des institutionnels aussi, des politiques, des patrons de grosses boîtes. C'était un peu l'idée, mais dans la salle, tout le monde peut venir et il y a de l'échange. Il y aura des questions et des réponses, bien sûr. Et effectivement, on a regroupé, l'idée c'était de pouvoir rassembler des gens qui ont fait ou qui font l'Internet. Alors vous parliez tout à l'heure d'Ornicar. Bah oui, Ornicar vient remuer un secteur économique, celui du permis de conduire, avec un peu comme Uber le fait pour les taxis, avec un nouveau service qui propose un permis en ligne à moins 30%. Ça vient percuter les modèles existants. La question, c'est comment on fait pour que... Pour passer... d'une économie traditionnelle relativement douce, pour pas que ce soit trop violent. À l'économie de demain. Et les médias avec lesquels on travaille, malheureusement, ont été les premiers à être confrontés à cette ubérisation de leur métier.
Donc, Et ils ont dû s'adapter. ouais. Et Donc ça c'est ce qu'on va change, ouais. questionner là. Et ça, c'est la CCI de Nantes. Donc le 22, c'est mardi prochain, je le redis, c'est à 18h. On peut s'inscrire sur le site de la Digital Week, sur celui de West Media Lab. On C'est peut au gratuit. pire aussi, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. On peut aussi y aller comme ça, peut-être que vous ouvrirez la porte. Vous restez avec nous, Philippe, et on reçoit Romain, puisqu'on va parler de bande dessinée. Après le virtuel du numérique, on revient au papier. C'est parti. Bonsoir, Romain. Vous êtes venu avec 4 albums à nous présenter. Et du Nantais. Et du Nantais. Et du Nantais, messieurs, mesdames. Et oui, plein de Nantais en ce moment dans les librairies. Ils sont vraiment très présents. Et donc, j'ai plein de bonnes choses à vous partager. Parce qu'en plus, non seulement d'être présents, ils sont très, très bons. Ils sont très bons. On commence par Tyler Cross, c'est le nom de l'album. Voilà, Tyler Cross, c'est le nom de l'album. C'est Bruno au dessin. Bruno, c'est un nom qui commence à résonner dans le milieu bande dessinée. Il commence à bien se faire connaître et vraiment à émerger. Il a un style très à lui. On est dans une ambiance avec Tyler Cross très roman années 30, roman pulp noir. Tyler Cross, c'est un homme qu'on appelle quand on a besoin de régler des problèmes, peu importe lesquels. On lui propose une mission au départ, une mission qui est une espèce de mission infaillible. Bien entendu, les missions infaillibles, ça ne marche pas. Il va se retrouver, comme vous avez pu le voir avec la couverture, en prison. Et là commence sa nouvelle aventure. Donc à chaque fois, c'est des histoires complètes. C'est vraiment génial. Donc Bruno, on peut prendre cet album-là, on n'est pas paumé. Hein. c'est ça, il n'y a pas besoin d'avoir lu. Il y en a un autre qui est sorti sur le même personnage. Il n'y a pas besoin de l'avoir lu. C'est vraiment indépendant. Et c'est vraiment très, très réussi. Très bien, ça c'est Tyler Cross. C'est Tyler Cross. On change d'univers avec, j'ai envie de dire, 2 Zidrou pour le prix d'un. Voilà. Zidrou, c'est un artiste nantais. On commence avec l'Indivision. Alors non, parlons. Non. Zidrou, ce n'est pas nantais en fait. Zidrou est un auteur, mais qui travaille avec un dessinateur nantais. C'est le Voilà, dessinateur c'est qui est nantais et c'est pas Zidrou. Non, Mais c'est non, Benoît voilà. Springer Ouais, qui... moi, je fais semblant de savoir, mais je sais rien. Voilà. Vous le savez, Romain. Mes fiches n'étaient pas assez bonnes. Et du coup, c'est l'Indivision. En fait, l'Indivision, c'est une histoire très difficile, puisque en fait, il s'agit d'une histoire d'amour entre un frère et une sœur, mais d'amour qui Vrai dépasse amour, oui. l'amour fraternel, d'amour véritable. Et C'est une histoire d'inceste. un petit peu, voilà. Et en même temps, sans juger, sans jamais donner d'opinion, de jugement, on suit avec un trait qui est le trait de Benoît Springer qui amène douceur et en même temps beaucoup de côté sombre et beaucoup de silence. On découvre beaucoup de choses dans les silences, dans les regards et cette espèce de tension entre eux puisqu'ils savent qu'ils font quelque chose de mal, mais c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux, donc Voilà. ils y reviennent, comme on dit. C'est un peu J'étais ça. curieuse, je suis allée sur Internet chercher des critiques de cet album et qui sont toutes dithyrambiques. Eh Et, ben, et apparemment, c'est vraiment magnifique. c'est ça. Donc Mais on moi, va je trouve que s'empresser de le lire. c'est traité avec beaucoup d'intelligence parce que c'est un thème pas facile. C'est pas facile. Donc le Zidrou qui n'est pas nantais, on en reparle quand même avec Ouais, un autre par contre- album, un conte. Même s'il n'est pas nantais, il est très très présent dans les librairies, puisque là, il vient avec Bouffon. Il s'associe à Porcel, un autre dessinateur, qui lui également a un côté assez saisissant dans les regards, comme on peut le voir. Il nous raconte l'histoire d'un enfant qui est né avec une malformation au visage, qui est vraiment laid, qui est né dans les bas-fonds, puisqu'il est né dans les sous-sols d'un château. Et sa vie va basculer le jour où il va être accepté par la princesse qui vit dans le château comme un espèce de jouet. Sa vie va changer du tout au tout. C'est une espèce de projection dans une fable médiévale de notre monde et du regard de la société sur notre apparence, sur nous-mêmes et sur comment on peut devenir une star du jour au lendemain alors qu'on avait tout pour ne pas l'être. Voilà. C'est que pour adultes ou c'est aussi un conte pour les plus jeunes? C'est plutôt pour adultes, Ouais. puisque les thèmes sont vraiment forts, c'est vraiment traité de manière assez adulte et vraiment c'est plutôt pour un public adulte. Et on termine avec Traquemage, Et voilà. drôle de nom. Traquemage, c'est la nouvelle histoire de Lupano. Alors Lupano également un scénariste qui fait parler de lui. Il s'associe à Relum, un dessinateur, un ancien dessinateur de fluide glacial, Ouais. donc il y a un côté assez satirique. Et on est dans de la rural fantasy, voilà comment il l'appelle. Rural Fantasy. La rural fantasy, c'est une espèce de heroic fantasy complètement loufoque et barré, pareil, à ne pas mettre entre toutes les mains, puisque le À vocabulaire planquer dans n'est les pas placards à toujours clés. adapté aux enfants. C'est très, très drôle. En fait, on est sur l'histoire de cet homme qui élève ses cornebiques, donc des espèces de brebis, dont il fait du fromage. Ce fromage est délicieux. Il déteste les mages qui se livrent une guerre avec des trolls et qui détruisent son village et Ouais. qui détruisent tout son troupeau. Il va prendre un serment, enfin, il va prêter serment de détruire ces mages pour à nouveau faire du fromage. Voilà comment commence l'histoire. C'est loufoque, mais c'est juste à mourir de rire.
Super, merci Romain. Est-ce qu'en 45 secondes, vous êtes capable de nous parler de Bob Moran? On Tout en à reparlera, fait. mais... On va en reparler, puisque Bob Oui. Moran, c'est un des gros événements qui se prépare. C'est Dimitri Armand qui dessine, un dessinateur nantais, et qui va faire beaucoup parler de lui en cette fin d'année. Et la mystérieuse librairie et les éditions Le Lombard, donc pour fêter ce nouveau relancement, parce que Bob Moran, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu en bande dessinée, il revient donc en force, et on va faire une magnifique exposition. À Nantes, À Nantes, octobre. octobre, mi-octobre. Teasing Voilà. avec Romain de la mystérieuse librairie, Et parce que Télénantes vous en parlera. On va soutenir La cet événement. prochaine fois, on aura les images, les On aura premières les images. images, c'est super. Merci beaucoup Romain, merci Philippe Roux. Rendez-vous sur la Digital Week, le 22 précisément à la CCI pour parler des 20 ans d'Internet. Passez une très bonne soirée, à bientôt.